un peu commencé à traiter de l'interculturel par certaines questions et certaines remarques. Donc on va carrément s'y émerger en se posant la question de peut-on développer une approche interculturelle auprès de jeunes élèves? Puisque si on en a parlé depuis ce matin, de l'altérité, de l'interculturel, de la civilisation, là c'est réellement de se dire, dans le contexte de très jeunes élèves, qu'est-ce que ça peut signifier? Alors donc je donne la parole à Julia Pucce, Pucce, Pucce. Pucce, Pucce. Pucce de l'Université de Strasbourg. Je savais que je prononçais mal. Pour nous introduire ce thème. Merci beaucoup. On m'a gentiment proposé cette question. Au début, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit ça va être tout simple, et bien sûr que oui. Et après, je me suis dit ça va être très compliqué car très complexe. Donc, je vous propose quelque chose dans une très courte présentation qui relève d'un côté de cette réflexion sur les mots qu'on emploie, qu'on entend déjà aussi tout au long de la journée, que nous utilisons tous, les mots culture, interculturel, civilisation, l'autre, altérité, etc., sans qu'on soit tous d'accord ce qu'on met derrière ces mots. Et à partir de là, quand même, un constat qui dit que dans nos sociétés ou dans notre société actuelle, qui est très diverse, il est nécessaire de réfléchir avec les très jeunes élèves, avec des enfants en maternelle et en élémentaire, à la diversité, à les préparer à cette réalité dans laquelle ils vivent déjà. Et peut-être que c'est idéaliste, mais j'y vais, construire quelque chose qui est davantage inclusif comme école, comme société, que ce que nous avons actuellement. Je vais essayer de donner une réponse assez concrète, mais pas lapidaire à la fin. On verra bien si je vais y arriver. Donc, pour faire court, et ça c'est peut-être pas très satisfaisant comme introduction, la variété d'approches en sciences humaines et sociales, elle est très très variée. Vous allez trouver énormément de travaux sur l'interculturel, sur la compétence interculturelle, sur la compétence culturelle, sur le socioculturel, sur tous ces aspects-là, notamment en didactique des langues et culture. On est dans quelque chose qui évolue. Quand on regarde l'enseignement, l'histoire des méthodologies de l'enseignement des langues en France, par exemple, au XXIe siècle, on est dans quelque chose qui nous mène de l'enseignement de la culture avec un grand C vers quelque chose qu'on pourrait appeler civilisation, vers une approche touristique, vers quelque chose qui enfin mène à ce qu'on qualifie d'interculturel. Mais c'est difficile pour nous tous de cerner exactement ce qu'on veut faire et au nom de quoi, pour qui, pour quel public. Ce qui est intéressant aussi, j'ai noté quelques mots-clés, c'est la rencontre, le malentendu, le conflit. On met beaucoup l'accent dans cette idée de l'interculturel sur ce qui nous sépare, pas forcément sur ce qui peut être des similitudes, okay, dans une approche qu'on peut appeler interculturelle. Je fais une proposition un peu plus flexible, je trouve, par la suite. Donc la société est de ce fait l'école, pas seulement l'école maternelle et l'école primaire, est un endroit multiculturel. On vit dans des sociétés super diverses. Nous sommes tous des citoyens pluri et peut-être aussi transculturels. Et on est dans une interaction permanente entre enfants et adultes dans le cadre scolaire, les élèves, donc aussi avec une certaine connotation avec des rôles qu'on va prendre, et les adultes qui sont les enseignants, et du coup des individus, à part, donc si on s'éloigne un peu de ces étiquettes de l'élève et de l'enseignant, beaucoup d'individus avec aussi beaucoup d'appartenance à des cultures différentes, langagières, familiales, professionnelles, culturelles, tout ce que vous voulez. Et donc une très grande responsabilité, comme je trouve, et des choix importants à faire pour nous en tant qu'adultes interagissant auprès de jeunes enfants. Donc,
vous connaissez les travaux du Conseil de l'Europe, notamment le CECR, mais aussi le volume complémentaire publié en 2018. Je pense que nous sommes d'accord qu'on a face à nous des documents qui fournissent des orientations pour des politiques linguistiques en Europe. On est dans un mouvement qui nous a permis d'évoluer d'une vision cumulative des langues bien compartimentées mais séparées l'une de l'autre vers quelque chose de plus global, plus ouvert aussi, avec cette centration sur l'apprenant, qui a non pas seulement des savoirs linguistiques, mais chez qui on aimerait bien développer aussi des savoir-faire et un certain savoir-être. Mais on peut s'interroger, là j'ai nommé 2 publications, il y en a d'autres qui rentrent dans cette logique-là, sur l'application directe dans les programmes, notamment avec le questionnement urgent de mon côté des besoins de formation, et sur le caractère des documents qui sont, à mon sens, des documents d'orientation et non pas des documents prescriptifs. De mon point de vue, il est intéressant de regarder de plus près des approches qu'on peut qualifier de plurielles. Okay, des approches qui intègrent en eux, j'ai pas le temps de développer pour chacun des projets ou des publications, des approches qui s'intéressent à l'interculturel, à l'interaction entre enfants ou entre apprenants issus de différentes cultures, à l'éveil aux langues, à l'intercompréhension et aux aspects de didactique intégrée. Donc concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je vais donner beaucoup d'exemples concrets à la fin. Il s'agirait de développer premièrement un intérêt pour la diversité des langues et le langage, une réflexion donc avec les enfants sur les langues. Et quand je dis les langues, dans les approches d'éveil aux langues, vous le savez, on n'est pas dans quelque chose d'exclusif qui s'intéresse à la langue cible qui est éventuellement enseignée, mais aux langues, au répertoire langagier de la classe, par exemple, qui n'est certes pas seulement franco-français. On est dans quelque chose d'une thématisation d'aspects culturels ou interculturels. Je fais cette séparation parce qu'il me semble important de les distinguer. On a déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui l'aspect de l'enseignement-apprentissage des langues intégré à d'autres matières. Donc, réfléchir et travailler ces aspects de culture, entre guillemets, non pas seulement en cours de langue, mais aussi dans d'autres matières scolaires, ce qui est tout à fait possible aussi dans le premier degré. Et puis, des démarches de caractère intercompréhensif entre langues de la même famille, etc. Donc, ce qu'on peut observer dans les publications qui s'intéressent à l'enseignement-apprentissage des langues vivantes dans le primaire, ce sont, par exemple, pour des régions frontalières, j'en parle parce que j'y suis, des programmes d'échange ou de visites ponctuelles dans l'autre pays. Ça, c'est bien évidemment une situation intéressante pour notamment les régions frontalières. Des partenariats à distance, parce qu'une réelle rencontre entre apprenants d'une langue avec des locuteurs de l'autre langue est tout à fait possible de nos jours avec les programmes que je vous ai notés. Par exemple, on voit des affichages, des coins langue culture dans les salles de classe. On a des initiatives où on invite les parents à l'école pour qu'ils interviennent en tant que personnes ressources d'une langue et d'une culture. On a beaucoup de travaux dans lesquels on a des résultats de travaux ethnographiques où on observe comment les enseignants se servent d'une marionnette ou d'une poupée qu'on qualifie de persona doll en anglais, afin de donner envie de découvrir cette autre langue, cette autre culture à travers la biographie de cette marionnette. Donc on peut observer sur le terrain des pratiques très diverses qui sont parfois contradictoires
mais qui sont compatibles avec la vie sociale des acteurs, donc des enseignants et des apprenants. Donc, on ne m'a pas demandé de parler sur la formation des enseignants, mais ça, c'est mon deuxième volet de recherche. Et je trouve que cet aspect, il est quand même important. Parce que je pense qu'avec cette idée de transmettre une compétence interculturelle ou parler de culture, mais de laquelle en classe de langue, il me semble qu'il est primordial de mettre l'accent sur les représentations et les attitudes des enseignants de langue, de travailler les aspects de réflexivité, de prise de recul, d'analyse, de choix de contenu. Pourquoi est-ce que je fais ça et pour qui? Et qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que je veux transmettre? Donc cette place explicite à la réflexion et à l'articulation entre langue et culture me semble important. Et je trouve qu'elle n'a pas encore assez de place dans la formation initiale. Le travail de façon explicite sur les représentations pour les déconstruire, pour ensuite les reconstruire, pour échanger, etc. est quelque chose de très très bénéfique dans le cadre de la formation. Donc, cette esquisse que je vous propose maintenant, elle n'est pas exhaustive, mais j'affiche ici peut-être de façon un peu provocatrice 4 typologies qu'on pourrait imaginer pour l'enseignement d'une langue. J'exclus tout de suite l'approche touristique pour l'âge de notre groupe cible. Je ne trouve pas ça très intéressant. Mais j'aimerais bien parler des 3 autres aspects dans une visée, attention, culturelle pour les très jeunes élèves. Donc, on aurait tendance à ne plus parler d'aspects de civilisation dans l'enseignement des langues, parce qu'on veut justement éviter cette idée de transmettre une image d'une culture qui est complète. On ne veut pas enseigner un savoir encyclopédique. Okay, j'affiche de façon contrastive l'œuvre complète de Shakespeare, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là de transmettre une culture encyclopédique auprès de jeunes enfants, mais on peut tout à fait imaginer de travailler sur des aspects de géographie, sur des aspects architecturaux, sur des villes. Je ne fais pas de publicité pour cet album, même si on l'a à la maison. Voilà, donc c'est ce que je veux dire par aspect de civilisation. Approche comparative aussi, c'est un terme qu'on ne veut pas trop voir en lien avec l'interculturel, mais qui au final fait parler des apprenants, et ça fait parler les très jeunes élèves, sans qu'on tombe forcément dans le piège de la catégorisation. Vous voyez ici, donc, vous l'aurez compris, moi j'ai un double profil allemand-français, de photographie qui permettent de découvrir quelque chose, qui permettent de découvrir des différences, mais qui permettent aussi de découvrir des similitudes, okay, sans qu'on soit tout de suite dans la catégorisation ou dans quelque chose de très ferme. Les éléments de folklore, en tant qu'enseignant, on réfléchit 2 voire 3 fois si on veut vraiment transmettre quelque chose de folklorique, parce qu'on a peur du cliché. On a peur du cliché, on a peur du stéréotype, d'où les images sur votre gauche. Mais on est aussi dans quelque chose, dans une autre optique qui peut intéresser les enfants sans qu'on leur transmette un savoir marqué par des stéréotypes. J'ai choisi l'exemple de couverture de contes traditionnels qu'on peut retrouver dans les différentes langues, qu'on peut faire lire, par exemple, par les parents d'élèves, qu'on peut faire commenter par les apprenants. Pourquoi est-ce que le petit chaperon rouge dans cette langue, il ressemble à ça, et puis dans l'autre, il ressemble à ça? Qu'est-ce que tu peux observer sans en faire un cours de civilisation par la suite? On a la chance avec ce type d'approche et avec tout ce qui nous est à disposition de faire découvrir toute une panoplie de points de vue différents sur le monde, sans qu'on ait besoin de les
expliciter ou les normer ou les catégoriser. Je pense que c'est un peu un aspect de notre métier d'enseignant, de vouloir toujours expliciter, expliquer et être sûr qu'ils aient compris. Mais ce n'est peut-être pas forcément toujours nécessaire. Un autre exemple, si vous êtes germaniste, vous savez ce que c'est. Donc, faire découvrir des éléments culturels. Donc là, je ne suis pas dans l'interculturel, mais dans le culturel. Et si on n'est pas germaniste, c'est quoi? Alors ça, c'est ce qu'on appelle, une Schultüte, qui est remplie avec des bonbons, des chocolats et des petits jouets que chaque élève qui rentre au CP reçoit le premier jour de la rentrée. Voilà, je continue. Le lien entre langue et culture. Alors, si je vous posais la question, est-ce que la culture, elle a toujours un lien avec la langue? Oui, mais comment est-ce que je transmets cet aspect-là auprès de mes apprenants, pas que très jeunes d'ailleurs? Plop. Plop. Platsch. Ploups. Plouf. 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 Je pense que l'exemple, il est clair. L'éveil aux langues et ce positionnement de faire découvrir d'autres langues que la langue de scolarisation et celle qui est enseignée, pour éveiller la curiosité des apprenants et pour les rendre conscients du fait que il y a plusieurs visions de voir le monde. Je regarde le temps, on me dit rien. Ok, très bien. Avec le souci de rester concret. Enfin, vous allez me dire, c'est aussi valable pour les apprenants dans le second degré, mais je trouve que c'est d'autant plus important pour des enfants de thématiser, si on a décidé de travailler sur des aspects culturels pour éventuellement arriver à une compétence interculturelle, de rester concret, de se servir de contenu et de moyens qui peuvent intéresser un enfant. Je vous ai listé par exemple les projets des Kamishibai plurilingues de l'association du Lala, des boîtes à histoire, des images, d'éléments culturels qui proviennent d'un monde d'enfants. Donc pour ceux qui ne sont pas germanistes, ça c'est une laterne avec laquelle un enfant qui vit en Allemagne se balade mi-novembre pour fêter la Saint-Martin. Ici, un exemple qui ne catégorise pas non plus, mais qui permet une réflexion sur la langue aussi, donc pour le français et pour l'allemand, non pas dans une logique d'acquérir des compétences de phonème, graphème et de comment est-ce que j'écris savon en allemand, mais cette idée d'éveiller une curiosité, un intérêt pour l'autre langue. Faire vivre des choses concrètes. Donc là, on n'est pas dans l'idée de transmettre seulement, de montrer, mais de faire vivre, pas dans une logique de civilisation, mais en invitant les parents dans la classe, en partageant peut-être son temps d'enseignement avec des apprenants qui ont des choses à apporter parce qu'ils ont, entre autres, une autre culture familiale ou une autre langue qu'ils parlent à la maison, ce qui génère certaines spécificités culturelles sans rentrer dans la catégorisation. Et ensuite, inspirer des travaux sur ce qu'on appelle en anglais anti-bias education. Je n'ai pas trouvé de traduction en français qui m'a plu, qui m'a convaincue. Et le concept de l'altérité, où justement on met l'accent non pas sur l'appartenance groupale de l'enfant, sur l'appartenance nationale, sur le fait d'avoir une carte d'identité d'un certain pays, mais tout d'abord sur l'individu, sur l'enfant, non pas
sur est-ce que c'est un garçon ou une fille, est-ce qu'il est grand ou petit, les cheveux blonds ou noirs, mais l'individu qui prime avec, non pas l'idée de gommer les différences, mais en justement rendant les enfants conscients du fait que tous les enfants de la classe, tous les êtres humains de la société sont différents. C'est assez intéressant comme concept. Vous le trouvez souvent dans le cadre des jardins d'enfants, dans la recherche anglophone. Et c'est, si vous voulez, un peu à l'autre extrême du continuum entre le cours de civilisation, où on va... au début, la première moitié du XXe siècle, on a enseigné des faits. Et sur l'autre extrême du continuum, on va s'intéresser à l'individu en premier lieu. Donc pour répondre, j'espère non pas de façon lapidaire à la question initiale, oui, c'est possible et c'est à encourager. La collègue d'avant, elle l'a dit, il y a cette ouverture, cet esprit... cette ouverture d'esprit, la curiosité chez le jeune enfant qui est beaucoup plus flexible aussi par rapport à l'altérité, par rapport à l'autre, et qui s'intéresse à l'autre. C'est aussi une chance de renforcer l'originalité de l'enfant et de ne pas aller dans cette voie où on va lui dire bah, tu es une fille, donc... tu vas certainement aimer le dessin, et puis les garçons, ils vont dans le coin où ils peuvent faire plus d'activités physiques. Enfin, non, on n'est pas dans cette idée-là. On peut renforcer aussi l'originalité chez l'enfant. J'ai exprès choisi un exemple qui n'a rien à voir avec les langues. Cette prise de conscience précoce de ce qu'est la diversité et du coup un esprit inclusif de l'école qui ne soit pas handicapant par rapport à la diversité des langues me semble être une chance, et ça me semble être une chance dès l'école maternelle même, okay, peu importe s'il y a un enseignement de langue qui est prévu ou non. Par contre, il faut être au clair sur les objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux travailler la relation à l'autre, okay, donc l'altérité? Est-ce que je veux transmettre un contenu culturel? Est-ce que je veux faire découvrir? Est-ce que je veux les faire parler sur ce qui est différent, sur ce qui est similaire, sur deux photos? Enfin, il faut que ce soit clair pour moi en tant que personne qui enseigne. Et je pense que là-dessus, il faut un travail important sur les représentations chez les enseignants en formation initiale et continue. Donc, pour finir... Je trouve, donc je reste à un moment, oui, on peut développer une approche interculturelle. Et je pense qu'on navigue en tant qu'enseignant entre deux extrémités. On peut faire découvrir et on peut transmettre aussi des savoirs culturels. Et on peut, à l'autre bout du continuum, essayer de travailler pour une éducation interculturelle qui est basée par contre sur la rencontre avec l'autre et non pas avec sa nationalité ou son appartenance à un groupe culturel ou langagier. Je vous remercie. Oui, le jury. Oui, ça marche, super. Alors, merci d'abord pour cette présentation extrêmement intéressante. On a moins de questions dans la mesure où la note nous est pas parvenue aussi rapidement. Pardon ? Vous savez pourquoi Oui. Ah, c'est pas du tout un reproche. Mon Dieu, surtout pas. C'est simplement une justification de notre part. On voulait vous poser la question de la médiation qui fait son entrée fracassante là, dans les programmes de lycée, qui est un mot un petit peu à la mode, et qui serait une manière d'entraîner, développer les compétences interculturelles donc, chez les élèves. Est-ce que cette idée de faire de l'élève un médiateur
de sa culture, d'opérer des explicitations, alors pas au niveau linguistique pour les petits, mais éventuellement culturel, peut être retenu également pour des apprenants très jeunes? Merci pour la question. Elle n'est pas facile. Ce qui me gêne d'un point de vue personnel, mais surtout professionnel, c'est de voir... vous avez probablement vu que dans le volume complémentaire, il y a des descripteurs aussi pour des jeunes enfants, donc à partir de 7 à 10 ans, et puis encore une fois de 11 à 15 ans, justement pour cette compétence pluriculturelle. Et dans le tableau, dans la colonne qui concerne du coup la tranche d'âge, est marqué, oui, dans une certaine mesure, en fonction de la situation, etc. Donc la compétence pluriculturelle serait à travailler au niveau A1 de cette manière, au niveau A2 de cette manière. Je ne sais pas. Enfin, moi, je trouve qu'il est important... avant de leur demander de devenir médiateur et de devenir représentant de quelque chose qui est un groupe où on les met, encore une fois, dans un espèce de tiroir. Oui, enfin, la médiation, vu qu'elle est comprise, de leur laisser le temps Alors, j'adhère complètement, quand on parle de compétences interculturelles, au concept de pouvoir se décentrer, de pouvoir être empathique, de se mettre à la place de l'autre. Enfin, un enfant de 3 ans ou même un enfant de 6 ans, se décentrer pour voir d'autres aspects de vie, je trouve ça extrêmement abstrait. Par contre, avec une vidéo de carambolage pour faire comprendre que la goutte qui tombe dans l'eau, ça fait plouf en français, ça fait platsch en allemand, c'est pour moi une première trace de comprendre qu'on ne perçoit pas tous le monde de la même manière. Être empathique aussi. Enfin, je m'interroge sur la grille des compétences aussi, dans la mesure où est-ce que c'est atteint à vie? Parce que dans d'autres travaux sur l'interculturel, notamment dans les travaux de Diedorf, on est d'accord, et ça c'est indépendamment du CECR, mais pas en contradiction, que cette compétence interculturelle, elle se travaille tout au long de la vie. Donc... Pardon ? On avance et on recule. On avance et on recule, donc plutôt non. Peut-être une toute petite question improvisée, si j'ai le droit. Oui, rapide. Vous parliez de la capacité des enfants à se décentrer. Et vous avez évoqué dans votre présentation le fait que dans l'interculturel, dans l'enseignement, l'apprentissage interculturel, on met beaucoup l'accent sur ce qui sépare et peu sur les similitudes finalement. Mais est-ce que ce n'est pas naturel dans la mesure où, notamment peut-être pour un enfant plus petit, ce qui est plus facile à percevoir, c'est ce qui est autre, et ce qui est extrêmement compliqué à voir, c'est ce qui est moi, parce que c'est naturel et que je ne le mets pas à distance. Et donc, est-ce que c'est pas naturel de procéder comme ça, par méthode un peu plus contrastive, par attention portée sur ce qui va être différent? Mais cette attention portée sur ce qui va être différent ne provient pas du tout de l'enseignement auprès de jeunes enfants. Ça provient des grandes études, par exemple sur les multinationales, enfin les études de Hall & Hall sur les façons de travailler aux États-Unis, en Allemagne, en France et au Japon. On a mis l'accent sur les différences par rapport à différents paramètres, gestion du temps, hiérarchie, communication, etc. Je ne sais pas si l'enfant met autant l'accent sur les différences que l'adulte. Okay, ou s'il a autant besoin de catégoriser. L'enfant, il peut nommer les différences. L'enfant, il a très peu de mal à dire à la boulangerie, maman, cette dame, elle est grosse. Mais il ne le dit pas, il le constate. Et hop, il continue. Il le constate et c'est pas un problème. Donc je pense qu'il est quand même important, donc si on n'a pas cette visée contrastive sans qu'elle soit connotée de manière négative ou positive ou qu'elle pourrait mener à un conflit, moi je trouve quand même intéressant, notamment de nos jours, de mettre l'accent aussi sur les similitudes. Parce que je pense que dans le monde dans lequel on vit, on est super connecté, on est dans quelque chose de mondialisé, on a aussi des similitudes à faire découvrir.
C'est peut-être un positionnement très engagé, mais dans une logique de vivre avec cette diversité, mettre l'accent pas seulement sur les obstacles et sur ce qui pourrait être difficile, pédagogiquement, je trouve ça intéressant.